À tous. Qui parmi vous est développeur? Levez la main s'il vous plaît. Très bien. Et qui n'est pas développeur? Levez la main. Vous avez bien fait de venir, c'est aussi intéressant pour vous. C'est pas adressé qu'aux développeurs. Je m'appelle Julien Carnelos, je suis leader technique à la DSI de Pôle emploi. Et ma mission, c'est d'accompagner les équipes en les aidant à progresser par l'axe de l'excellence et de l'expertise technique. À ce sujet-là, je vais vous parler donc du crafting et de ce qu'on peut faire en 2018. Et pour faire cela, on va faire un petit retour en arrière, revenir en histoire en 2001. En 2001, il y a eu un événement qui était une réunion de personnes qui aimaient les chemises longues, mais ce qui va plutôt nous intéresser, c'est que ces personnes-là, alors je ne sais pas si vous les reconnaissez, elles sont à l'origine d'un des documents les plus importants pour notre histoire dans la transformation agile, qui est le manifeste pour le développement agile. Normalement, ça fait partie de notre ADN, on le connaît tous plus ou moins, on ne l'a pas forcément relu récemment. Mais ce qui est intéressant en le relisant un petit peu, c'est qu'à une époque où le développement et le côté ingénieur et développement du logiciel était vraiment basé sur un historique de processus, de façon de travailler orienté vraiment technique et production, ces gens-là avaient eu plus l'idée de voir que ce qui comptait dans notre façon de travailler était vraiment le côté humain, donc le côté individu, la collaboration. Une façon naïve que moi j'ai d'interpréter ça, c'est de dire qu'on remet l'humain au cœur du processus. Une façon intéressante aussi d'exprimer, c'est Alistair Cockburn, qui a été un des rédacteurs de ce manifeste-là, qui explique en fait que le développement logiciel, il le voit comme un jeu, mais un jeu de vitesse et de coopération à l'intérieur de votre équipe. Et avec ça, en fait, on voit bien que ce qui va compter sur notre façon de travailler et ce qui va rendre le produit efficace, c'est bien le fait d'avoir, et là je vais devoir le faire en direct, sinon ça va m'embêter pendant les 50 prochaines minutes. Voilà. Très bien. Ce qui compte, c'est de vraiment le côté collaboration et de comment je vais arriver à dialoguer, à communiquer avec mon équipe qui va être important. Quelques années plus tard, donc en 2009, un autre manifeste a été écrit, donc là ça a été par Bob Martin entre autres, qui est le manifeste du software craftsmanship. Donc c'est un site qui est toujours disponible en ligne, donc depuis 2009. Le style n'a pas changé, il a l'avantage d'être rapide, voilà. Après, il n'est pas forcément responsive. Ce qu'on peut en tirer donc entre la traduction française de ce manifeste, c'est ceci. Et en fait, c'est d'orienter un petit peu plus le côté travail que nous faisons sur la professionnalisation du métier, c'est-à-dire nous sommes des professionnels, c'est ce qui fait qu'on va délivrer le logiciel et qu'on va rendre une satisfaction à la fois côté partenaire, donc que ce soit les clients, les managers avec qui on travaille, mais aussi satisfaction personnelle sur cette réalisation-là. Donc, on fait apparaître des notions de je veux de la valeur, on fait apparaître des notions de communauté, de partenariat. La métaphore la plus forte par rapport à ça, donc, qui est aussi la traduction de craftsmanship, c'est l'artisanat. Et il existe ce livre, qui est le plus connu de la série, donc écrit par Sandro Mancuso. Et l'image, voilà, c'est l'artisan, quoi. Et ce que veut dire la métaphore de l'artisan, encore une fois, pour vraiment la simplifier et mettre en contexte, c'est l'idée d'une progression. C'est-à-dire qu'on imagine très bien qu'un artisan, quand il commence à travailler, il fera jamais la meilleure façon, ou en tout cas, il aura toujours des aînés qui ont plus d'expérience et qui sont capables de mieux faire les choses. Et donc l'idée, c'est que nous sommes sur cette progression-là. C'est un chemin, nous n'avons pas de fin. Il n'y a pas un moment où on peut dire c'est bon, j'ai terminé, j'ai plus rien à apprendre dans le développement. Évidemment, c'est forcément faux. Et donc cette métaphore, elle s'applique à nous et donc on va faire tout ce qu'il faut pour se mettre dans ce mode-là. Et la question donc que je vous pose aujourd'hui, c'est par rapport au manifeste qu'on a vu précédemment et aux valeurs qui étaient exprimées, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui, 10 ans après, par rapport aux évolutions du monde et tout ce qu'on fait aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il est important d'en retenir. Déjà, la première chose, c'est sur le côté progression. Il est évident que même 10 ans après, le chemin reste toujours à parcourir. Moi, le premier dans mon expérience, je considère clairement que j'ai tout à apprendre encore, que ça continue, et je vois bien que ça ne s'arrêtera jamais. Donc cet invariant-là, on va dire, il reste complètement d'actualité.
premier sujet sur lequel je voudrais focaliser cette démarche, c'est le TDD et les tests. C'est une des pratiques sur lesquelles tout le monde s'accorde à dire « Ok, c'est le plus important, il faut faire du TDD, ça va bien ». Et aussi, majoritairement, les gens n'en font pas ou disent « Je sais qu'il faut en faire, mais j'y arrive pas ». Je crois que le cœur du problème sur le TDD et les tests, c'est une identification de ce que l'on veut faire derrière. C'est-à-dire que si je vous pose, ou si vous vous posez la question de quelle est la valeur d'un test, si derrière ceci vous pensez à ok, c'est vérifier que mon programme ne bug pas, c'est vérifier la non-régression, je pense que vous vous loupez en fait une partie du message d'origine. Si vous allez juste, voilà justement cette idée de non-régression et tout, ben, c'est très bien. Votre seul focus, il va être sur le coverage. Donc, moi j'ai vu des équipes, hein, c'est cool, leur code il est 100% coverage. En revanche, ben, derrière le design sur lequel ils ont produit ou les choses comme ça n'est pas en adéquation avec ça. Et la raison elle est simple en fait. C'est que si on revient au terme TDD, donc l'acronyme, Test Driven Development, ce qui compte là-dedans en fait c'est le côté driven. On veut faire de la conception du logiciel par les tests. Et en prenant un petit peu ce principe-là, en essayant de se l'intégrer, on comprend qu'en fait, écrire des tests, c'est pas vérifier que le programme y marche. Ça, c'est une façon, j'ai envie de dire, de gagner du temps parce qu'on automatise au lieu de le faire à la main. Ce qui compte vraiment derrière cette idée-là, c'est de concevoir le logiciel de la meilleure qualité possible grâce à une conception par les tests. Une approche qui a simplisme que j'ai beaucoup aimé, c'est celle de Romemura, qui explique que le TDD est un dialogue socratique. Qui parmi vous connaît le dialogue socratique? Levez la main. Bien, il y en a 3. Alors, en fait, le dialogue socratique, inventé par Socrate, voilà comment ça marche. C'est une façon donc d'échanger avec quelqu'un pour partager la connaissance. On va essayer de poser une question directe, la plus banale possible. 2, on laisse l'interlocuteur nous donner la réponse la plus commune, donc celle qui est la plus simple. Et 3, nous, on va creuser, contre-exemple. Et on poursuit la discussion jusqu'à avoir la définition acceptable. Si on fait un petit peu le parallèle avec l'approche TDD qui est familièrement recommandée, qui est je fais le plus petit test qui plante et le truc le plus évident en premier, puis je fais la réponse la plus évidente, puis je trouve les contre-exemples et j'avance. En fait, c'est ça qu'on essaye de faire finalement par la conception. C'est une espèce de dialogue socratique avec la machine. Pourquoi c'est important d'avoir cette façon de travailler, ce dialogue qui sépare bien les moments? C'est que l'attention, quand on est concentré, quand on est en train de travailler, est une ressource finie. Et donc, si vous séparez votre moment de développement en trois phases distinctes, donc je le rappelle, c'est je commence par écrire un test qui plante, je le fais passer le plus rapidement possible, puis je m'intéresse au refactoring et donc à le mettre en qualité. Le fait de séparer cette phase de développement en 3 attentions fait que nous pouvons nous focaliser à un instant T sur un moment précis, on se concentre dessus, puis on arrête, puis on fait puis on fait autre chose, puis on s'arrête, puis on fait autre chose, puis on s'arrête. Ça veut dire qu'en fait, le temps d'attention étant divisé en courts moments, ça nous permet d'être plus efficace sur chacun des moments en se concentrant mieux et en évitant d'être perturbé et d'avoir en tête tout le modèle cognitif, tout ce qu'on est en train de concevoir. Pour ça, il y a une BD qui existe sous différentes formes qui ressemble à ce genre de nom-là. Je ne sais pas si vous connaissez celle-là en particulier, mais en tout cas, c'est l'idée de quelqu'un qui fait sa conception, qui est en train de coder, extrêmement concentré. Là, vous êtes dans l'open space, il y a quelqu'un à l'autre bout qui vous dit « Au fait, non, c'est bon, oublie ». Et je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de faire. Ça, j'imagine que ça vous est déjà arrivé. Et donc, par rapport à ce que je vous montrais juste avant sur le côté des cycles, l'idée avec cette attention qui est une ressource finie de comment je sépare bien mes instances sur lesquelles je suis en train de travailler, c'est que si quelqu'un vous interrompt pendant que vous étiez en train d'écrire le test qui passe, il suffit que vous arrêtiez, vous relancez, c'est à rouge ici, ok, il me restait 3 lignes de code à écrire, vous revenez beaucoup plus dans le flow. Et ça, en fait, ça nous pousse à une pratique qui est de bien séparer la façon de travailler, de bien séparer ça. Genre de pratique, par exemple, c'est le soir avant de partir, je laisse un test à rouge. Comme ça, quand j'arrive le matin, plutôt que de devoir me reconstruire tout le modèle mental de où j'en suis, de tout ce que j'ai à faire,
Je lance juste mon code, ça marche pas, ok, je vais aller écrire le test qui passe. Le TDD aussi, le fait de séparer ces instants-là, ça donne un sentiment de hachure du temps. Pareil, au lieu de passer 1 heure à dire je vais faire 1 heure de fonctionnel, je vais bien creuser à fond, etc., j'ai tout en tête, ben on sépare en instants. Et ça, c'est une addiction à la vitesse. Une façon de voir cette addiction à la vitesse, en fait, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui va le plus vite? Ou quelle est la sensation de rapidité entre vous êtes assis sur votre carte comme ça qui va à 50 à l'heure, donc le vent, tout va à fond la caisse, ou alors vous êtes assis tranquillement dans l'avion, avec la musique en fond, qui va à 400 km/h. Ben en fait, elle est là la différence. Le TDD, l'idée, elle est pareille. La sensation de vitesse est beaucoup moins forte, puisque vous séparez vos instants, donc vous pouvez avoir l'impression d'être plus lent, mais en fait, la vitesse totale de la façon dont vous produisez votre code, dont il est designé, et la qualité et tout ce qui sort de là, ben, elle est plus forte. Voilà. Et donc tout ça nous emmène à la pratique du test, donc vous avez compris au TDD, et derrière les tests et les TDD se trouve la qualité de code, donc ce que j'appelle les pratiques. Les pratiques de code sur le software craftsmanship, il y a donc tout un mouvement aussi qui est autour du clean, donc ça c'est un livre, encore une fois, de toujours Robert Martin. Ça, 10 ans après, ça reste fondamentalement valable, d'accord. Le fait de bien nommer vos variables, le fait d'avoir des classes qui font pas 4000 lignes de long ou des méthodes qui sont courtes et expressives, reste toujours autant d'actualité et évidemment reste un attribut fort du code que vous devez produire. Clairement, là aussi, on voit que c'est quelque chose qui a été bien intégré par les équipes. Et ça a été d'autant bien intégré qu'il existe des outils en fait qui vous permettent de vérifier ce qui se passe. Donc là, c'est une capture d'écran de Sonar. Donc ça a apporté de la qualité, ça a fait des équipes qui étaient plus autonomes et qui s'accordaient sur le fait de dire ok, qu'est-ce qu'un bon code, qu'est-ce qu'un mauvais code. En revanche, ce qu'on a vu aussi apparaître en parallèle de ça, c'est simplement que en fait, ça fait des projets qui sont Sonar focus. C'est-à-dire que arriver à être une quality gate qui passe et arriver à être à A partout devient l'unique objectif de qualité du projet. Et le problème de faire ça, c'est qu'en fait, vous masquez tout le reste. Et vous, surtout, des choses que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne les voyez plus apparaître, donc elles perdent de l'importance. Et derrière tout ça, en fait, on trouve tout un tas de pratiques et de choses qui sont de design, des concepts qui sont importants à mettre dans les projets, sur lesquels les équipes perdent la main. Et tous ces concepts-là, donc je parlais de design pattern, je parle de conception, de comment bien organiser le code, mais en fait c'est des choses qui existent depuis de nombreuses années, hein. Là c'est même avant l'agilité, avant tout ce qu'on trouve. Je vous invite à regarder cette conf, donc on va pas la regarder maintenant, elle dure 50 minutes, mais de Kevin Heine, donc Old is the new, et petit jeu de mots, mais de dire justement que les trucs qu'on redécouvre aujourd'hui, comme en fait le découpage microservices, il y a de la littérature qui décrit très exactement ce qu'on fait et qui explique pourquoi, comment bien découper et qu'est-ce qu'un bon pattern derrière. C'est de la littérature des années 70 en fait. Donc on redécouvre perpétuellement, donc ça on aime bien en informatique redécouvrir les choses, mais c'est des bases en tout cas que vous pouvez travailler et qui restent valables pour le reste, puisque de toute façon on le redécouvre en permanence, mais à partir du moment où ça a été décrit, ça reste valable. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait. Et donc, au-delà de ces design patterns-là, il y a aussi plein de choses nouvelles qu'on voit apparaître aujourd'hui, sur lesquelles je vous invite à regarder si vous n'êtes pas encore familier, mais par exemple l'approche DDD, sur lesquelles on va se concentrer autour du domaine. Donc on va éviter d'avoir une approche vraiment centrée sur la technique. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de bien décrire le domaine, de savoir l'intégrer, le rendre performant. D'autres patterns aussi qui sont plus récentes, ce qui est CQRS, Event Sourcing. Alors là, l'idée, c'est pas de vous faire une liste de devoirs, mais c'est plutôt de vous inviter à vous intéresser à des tendances comme ça qu'on a la chance de voir se populariser. Donc, le livre DDD, très peu de monde l'a lu, mais pourtant, il a une influence qui est vraiment massive dans l'ensemble des équipes. Et derrière ça, tous ces concepts-là, ils vous aideront à faire des designs qui sont de meilleure qualité. Et un autre pan de toute cette partie qualité aussi qui est vraiment un truc qu'on trouve maintenant et qui se popularise, c'est le fait de travailler plus en adéquation avec le métier.
pour ça des nouveaux outils, donc l'event storming, le user mapping, qui sont des réunions en fait, où on réunit à la fois l'équipe de dev, on réunit le métier dans la même salle et on les fait travailler ensemble. Qui sont des fois des barrières qui historiquement s'imposent entre, on met par exemple le product owner au milieu, qui est le seul qui peut parler entre les deux, qui fait l'interface. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on regroupe tout le monde et on dessine ensemble au tableau. Donc l'event storming, on va décrire les événements sur un grand tableau comme ça, ou alors sur une user story, on va essayer de décrire un petit peu les différents scénarios. Et l'idée de faire ça justement, de rassembler le métier et l'équipe de développement, c'est toujours pareil, c'est meilleure qualité parce que l'expressivité et le fonctionnement et le comportement de l'application sera plus en adéquation avec les attentes. Un autre thème par rapport aux pratiques aussi qu'on continue de voir, c'est ce que j'appelle les développeurs sans ego. Donc, dans la terminologie anglaise, c'est egoless programmer. Dans l'idée, justement, c'est le code que nous produisons, on ne doit pas avoir d'ego par rapport à... Enfin, on doit faire la distinction entre qui nous sommes et ce que nous produisons. Ça, je le distingue dans plusieurs catégories. Le premier, c'est l'humilité donc par rapport au code produit ou au code qu'on lit. Et il existe un truc qui s'appelle la Retrospective Prime Directive, donc norme KERT, qui dit que quoi que l'on lise, en fait, on doit croire et on doit se convaincre que la personne qui l'a écrit avait les meilleures intentions du monde, qu'elle a fait avec les connaissances qu'elle avait sur le moment, ses capacités, ses ressources et le contexte. Voilà. Ça, c'est un truc, je vous invite, quand vous faites des revues de code, quand vous discutez du code avec quelqu'un, à essayer de garder cette attitude-là. Et en fait, elle vous facilite tout. Ça va avec quoi. C'est pas la personne qui a fait du code, enfin, c'est pas la personne qui a fait du code de merde, c'est du code qui a ses défauts parce que sur tel moment, la personne n'était pas mature sur le sujet, elle devait se dépêcher, on peut toujours trouver des raisons en plus. Voilà. Donc on applique ça aux autres, d'accord? Et on s'applique à soi-même aussi. C'est-à-dire que le code qu'on a produit, dont on est super fier, des fois, au bout de quelques semaines, de quelques mois, on voit qu'il y a des choses qu'on n'avait pas compris. En fait, c'est pas grave, on peut le jeter et le reconstruire. On peut oser reconstruire le château. Deuxième thème, ce que j'aime bien, c'est l'humilité sur les langages. Le débat, quel est le meilleur langage du monde, hein, on pourrait lancer le débat maintenant, ça serait intéressant. Une présentation que j'ai vue cette année donc de Feline Hermans, où elle parlait de qu'est-ce que la programmation. Donc c'est pas celle-là, mais en tout cas c'est un thème similaire. Elle parlait justement de l'approche fonctionnelle. Et pour ça, elle a un exemple que j'adore en fait. C'est de parler de la programmation fonctionnelle dans Excel. Donc normalement, c'est des mots qui vont pas trop ensemble. Allons-y. Les propriétés d'Excel. Donc déjà, Excel, vous avez des cellules. Vous pouvez les relier. Tout est en late binding, c'est-à-dire que l'évaluation d'une valeur n'importe où dans votre tableau, elle est faite en temps réel et tout est connecté en temps réel. Donc déjà, c'est une propriété intéressante. Deuxième, chaque cellule, en fait, vous pouvez lui mettre une valeur ou vous pouvez lui mettre une fonction. Donc ça veut dire que quand vous faites le résultat de calcul entre plusieurs cellules, vous ne vous intéressez pas si c'est une valeur ou une fonction qui fait un calcul. Donc ça, c'est une propriété intéressante aussi qu'on trouve dans les approches fonctionnelles. Paramètre et valeur ou fonction équivalente, etc., etc. Et en fait, sa conclusion à ça, que je trouve assez drôle, c'est de dire qu'en fait, Excel est le langage fonctionnel le plus utilisé au monde, tout simplement. Donc, bon, vous en faites ce que vous voulez, je ne vous demande pas de tous passer à Excel demain, mais en revanche, c'est juste de se dire, ouais, en fait, chaque langage a aussi ses forces, etc., et c'est intéressant de considérer le contexte, encore une fois. La dernière humilité sur laquelle j'aime bien, c'est les technos. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des experts struts? Levez la main. Ça sert plus à grand chose aujourd'hui, en fait, c'est clair. Les EJB2, c'était génial d'être expert EJB2 il y a quelques moments. Microsoft Commerce Server, j'étais expert là-dessus. C'est génial aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'il y a des experts React parmi vous? Vous n'osez pas beaucoup. Il y en a plein, je suis sûr qu'il y en a plein en fait. Mais dans quelques années, je peux vous garantir que ça ne vaudra plus rien en fait. Et on le sait. On le sait. Et donc, la question qu'on peut se poser derrière, c'est comment survivre à ce flow-là en fait, au fait que les technologies sortent tout le temps, qu'il y a tout le temps des nouveaux frameworks. Et là-dessus, j'ai un exemple que j'adore. C'est vous parler de JavaScript. Il y a un article sur Stack Overflow qui est sorti en janvier qui parle justement du fait que les frameworks JavaScript, il y en sort un tous les 3 mois et on est submergé. Mon truc préféré sur cet article, c'est pas le contenu, c'est le titre en fait.
c'est que Ian Allen a carrément parlé de cycle brutal. Ok, on est à un niveau brutal de mise à jour de framework. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça en fait? Une approche que moi j'ai par rapport à la découverte de tous ces nouveaux produits, de tous ces nouveaux frameworks, c'est comme dans les jeux vidéo si vous connaissez le méta, c'est-à-dire essayer de voir un peu le méta-modèle de ce que ça représente. Si je vous donne un exemple avec Angular, quand je me suis intéressé au framework Angular, plutôt que de partir sur Hello World, je vais coder avec, je vais faire tous les tutos, plonger à fond dedans, je me suis dit ok, c'est un framework JS, qu'est-ce qu'il a comme propriété? Et les propriétés derrière qu'on va retrouver, ben en fait, le templating par exemple, le fait que ça utilise un modèle de template, ben en fait j'ai pu raccrocher ça à des idées que moi j'avais sur qu'est-ce qu'un templating par rapport à d'autres langages qui l'implémentent aussi. Donc mon exemple du moment c'était ben, en PHP on pouvait faire comme ça aussi. Ben, je m'appuie dessus pour me dire ok, Angular, je ne connais pas exactement, mais je suis quand même capable de l'évaluer par le fait que c'est un framework qui utilise un système de templating. Et avec ça, on dépile un petit peu toutes les pelotes comme ça. Donc le fait qu'il ait un framework de dépendance d'injection, ah ok, ça je connais, je vois à quoi ça ressemble. Le fait qu'il soit réactif, ça par contre je connais pas. Donc là-dessus, par rapport au fait de dire ok, c'est un langage réactif, enfin il implémente le pattern réactif, mais je ne sais pas ce que c'est. Ben, l'idée derrière ça, c'est plutôt que de tester directement avec Angular, c'est je vais me renseigner sur qu'est-ce que ça veut dire un pattern réactif, aller sur le site ReactiveX qui est la définition de comment ça fonctionne, comprendre un peu, et là je me dis d'accord, il a cette propriété intéressante que je ne maîtrise pas. Et en faisant ça un petit peu avec tous les exemples sur les frameworks, on peut jouer aussi avec ça sur les langages. La prochaine fois que vous tombez sur un autre framework que vous ne connaissez pas, React au hasard, ben vous savez que lui aussi il a de l'approche composant. Donc vous dites ok, je sens un petit peu pourquoi il peut être utile et pourquoi il faut le creuser. Et derrière cette approche-là, donc du métamodèle, un truc que je voudrais ne plus voir apparaître, en fait, c'est ça, c'est que aujourd'hui, quand on va vendre un produit, un logiciel qui a été fabriqué, on va être content de dire et fier de dire, il a été fait en React, c'est génial, et il utilise du NoSQL. Une base Cassandra, c'est à la mode, pattern Redux, ça vous adorez ça sûrement, et en plus ça marche sur le cloud. Voilà. Ça c'est bien, mais finalement temporellement, comme vous le voyez, ça s'inscrit pas dans la durée, quoi. C'est génial sur le coup, mais il faudra tout refaire, il faudra tout jeter parce que malheureusement, c'est dans quelques années, c'est périmé. Et ce que j'aimerais en fait, c'est ça, c'est plutôt de dire, ce logiciel-là, il a été écrit entièrement en pair programming. Ok, moi derrière, je sais que la qualité, bah, elle sera bonne. Fait en TDD. Ah putain, le design il sera bien. Il y a du DDD dedans, évidemment. Buildé en continu et un joli hexagone. Voilà. Donc là, on a vu vraiment toute l'approche pratique et tout ce qu'on pouvait plonger dans le code. Et un élément important sur lequel je souhaite revenir, c'est l'aspect communauté, c'est-à-dire la collaboration. À ce sujet-là, un truc aussi récent cette année, à ma connaissance, c'est la partie sociologie dans les relations humaines et sur la programmation. Pour ça, il y a un article de Fabien Lamarck qui fait un talk juste après le mien dans le grand amphi sur le sujet. Donc, vous pourrez avoir plein de détails. Moi, je vais vous faire la version extrêmement light qui tient en un slide. Parler de sociologie, c'est-à-dire étudier le comportement et les dynamiques dans les relations humaines. Et derrière, en fait, l'idée de ça, c'est je le verrai sous la forme de moyens de pouvoir. C'est-à-dire que dans la façon dont nous travaillons et nous avons des relations, enfin des contacts humains, en fait, se jouent des choses dont on n'a pas forcément conscience. Exemple tiré de la réalité. Quelqu'un qui rentre dans une équipe. Ah, tu fais pas une archi-exa en ES avec du CQRS? La personne en face qui se dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Le sous-texte, il est là. Deuxième exemple. Donc j'arrive et tout, on va faire du test. Bon, on va faire du TDD, vous connaissez déjà, je vais pas vous réexpliquer. Parce que sinon, c'est moyen, quoi. Dernier exemple, encore une fois pris de la réalité. Et celui-là, vraiment, je pense que vous êtes mort de rire parce que vous le faites tout le temps. Ce que tu fais toi en Java, je le refais évidemment, parce que bon, tu es encore en train de faire du Java, quoi. L'idée derrière ça, en fait, c'est de vous montrer que c'est ce que j'appelle ces moyens de pouvoir, hein, c'est vraiment une façon light de le dire, mais c'est qu'en fait, on n'en a pas forcément conscience. Et donc, je vous invite
à essayer d'appréhender un peu ça et de la prochaine fois que vous avez un peu ce côté-là, à avoir tendance euh, à faire, enfin, c'est de la supériorité, mais c'est pas voulu quoi. C'est pas, il y a pas de méchanceté, il y a pas de faire attention à ça et de vous mettre à la place de l'autre qui peut malheureusement interpréter le message pas comme vous le pensez. Et clairement là, je m'adresse à un public. Bah, vous venez à des confs, vous êtes clairement des gens. Vous, si je vous dis vous faites du QRS et vous connaissez pas, vous n'allez pas me regarder en me disant ah putain il m'en parle et je suis nul, je connais pas. Vous allez vous dire ah ok un nouveau framework, je vais regarder. Ce qui est une attitude saine, c'est tout à fait bien. Mais des gens qui seront moins à l'aise que nous, bah, elles peuvent le prendre différemment. Donc je vous invite à modifier ça. Et l'exemple parfait que j'ai pour ça, qui est assez récent, c'est de vous parler de Linus Torvalds. Donc là, il y en a déjà qui rigolent. Parce qu'en fait, Linus Torvalds, si vous ne connaissez pas sa réputation en tout cas, pour faire simple, je dirais que c'est un des mecs qui a une attitude de plus gros connard de la Terre, juste par le fait qu'il a inventé Linux et qu'il est brillant, c'est une qualité, hein, il est brillant et il sait très bien ce qu'il fait, il se permet en fait et c'est mondialement connu et les gens adorent le citer en fait, il se permet de parler à tout le monde comme de la merde quand des choses lui plaisent pas en fait. Donc il y a vraiment voilà, ça fait des articles de presse carrément chaque fois qu'il bâche quelqu'un, donc c'est assez humiliant pour tout le monde, mais c'est comme ça. Donc Linus Torvalds, défendu par tous les gens qui gravitent autour, en disant bah, c'est simple. Ok, il parle mal, on est d'accord, on ne met pas ça en cause, mais en revanche, bah, il est brillant quand même. Je veux dire, il a inventé Linux, il permet que le système existe et qu'il soit toujours aussi performant aujourd'hui. Donc, on le sait, laissez-le tranquille, il est comme ça. Ok. Bah, c'est cool parce qu'en septembre, en fait, il a dit un truc. Et je vous laisse lire en anglais. Et si vous ne savez pas parler anglais, je ne vais pas vous juger, surtout avec le slide d'avant. En fait, il a dit que c'est is not good. Voilà. Donc même lui, il est capable de se dire que bah, c'est pas une façon de parler aux gens, quoi. Voilà. Mais donc il fait sa thérapie. Et ça, c'est cool. C'est un bon exemple. Je l'aime cet exemple. Et j'ai envie de dire que si dans votre entourage vous avez des gens que vous voyez un peu limite, bah, vous le dites, fais comme Linus, progresse. Voilà. Une façon élégante aussi de dire ça par rapport au fait d'avoir ces gens qui peuvent être plus ou moins toxiques autour de nous, c'est le paradoxe de la tolérance. Qui connaît le paradoxe de la tolérance, levez la main. Il y en a peu. Je vais vous le faire, il est hyper simple. En fait, il faut être intolérant avec l'intolérance pour être tolérant. Ok? Voilà, on doit tout accepter sauf l'intolérance. Et ça créera cet environnement tolérant. C'est facile en le disant, mais pourtant, il faut oser. Il faut oser montrer que l'attitude qu'on voit ou le contexte d'équipe dans lequel on est, il est pas bon. Et ça, derrière, donc là, je vous parle de communauté, donc ça prend un petit peu l'axe de comment bien échanger avec les autres, comment être bien. Euh, c'est une conviction en fait. J'ai la conviction que si on travaille dans un environnement où on est bien entre nous, on travaillera mieux. Alors c'est une conviction personnelle et j'ai rien pour l'étayer. En fait, j'avais rien pour l'étayer jusqu'à qu'on puisse parler de la performance des équipes. Déjà, un des gros mythes sur lesquels on va revenir, c'est le développeur x10. Qui connaît la théorie du développeur x10? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup, ok, très bien. Elle est assez simple. C'est de considérer en fait que quand on va recruter des développeurs, il existe certains profils qui sont 10 fois plus performants que la moyenne. Et donc, c'est un objectif d'aller chercher ces gens-là. Et vous le trouvez souvent sur les offres d'emploi, quand les personnes recherchent des ninjas ou des rockstars. C'est cette idée-là derrière, en fait. C'est des gens qui sont surbrillants, donc on les chope, ils iront 10 fois plus vite que tout le monde, donc c'est génial pour les projets, ça va vite. La preuve, j'ai vraiment pris cet exemple d'une vraie annonce d'emploi, où ils cherchaient des dev ninjas. Donc, en dehors du costume, chez moi, un ninja, en fait, s'il vient développer, c'est quoi? C'est qu'il vient la nuit, il pète la prod et il se barre en courant, enfin, je sais pas quoi, je sais pas, bon bref. Donc déjà, voilà, j'ai un problème avec cet état du développeur x10, quoi. Et bien en fait, on a une réponse à ça. C'est Google qui, l'année dernière, a étudié l'efficacité des équipes. Donc là, il faut bien replacer dans le contexte. Google, 180 équipes pendant 2 ans. Donc on est déjà sur un profil de développeur. En tout cas, j'ai l'image que les gens de chez Google, ils sont bien avancés, quoi. Ils savent ce qu'ils font et ils choisissent les x10, quoi, justement. Eux, ils sont bien équipés. Donc ils ont passé 2 ans et leurs critères
d'évaluation, en fait, il est bien basé sur l'efficacité et la performance. Il n'est pas si les gens sont heureux d'aller au travail, quoi. C'est efficacité, c'est Google. Ok. Ils ont carrément produit un site avec tous ces résultats, que je vous invite à aller voir, qui est Rework, qui se trouve ici sur With Google, dans lequel ils expliquent toute leur démarche, ils identifient comment ils comprennent une équipe et comment ils définissent son efficacité. Ce qui est cool, c'est que les résultats, en fait, il est produit également dans le document. Donc, ici, voilà. Donc, ils ont trouvé, déjà, élément important. Ce qui comptait vraiment sur le fonctionnement d'une équipe ne concerne pas ne concerne pas l'individu, donc qui est dans l'équipe, ça on s'en fout, mais plutôt comment l'équipe travaille ensemble. Donc, par rapport à ce que je vous expliquais avant, sur l'individualité, etc., c'est un point intéressant. Par ordre d'importance. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est que l'ordre d'importance, on s'en fout. Je vais juste vous donner le premier, en fait. Parce que les autres, ils disent derrière, et c'est secondaire, il y a ça également. Donc il n'y en a qu'un seul, en fait, qui est important, et c'est ce qu'ils appellent la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est le fait de travailler ensemble et de pouvoir librement s'exprimer, de pouvoir librement dire ce qu'on pense. Ça veut dire que les individus ont la perception que... Non, bon, je ne vais pas la traduire en fait. C'est-à-dire que les individus, quand ils ont une opinion, quand quelqu'un se dit «Ah, il y a un truc que j'aimerais dire», ben, si la personne n'ose pas le dire, c'est qu'elle n'est pas en sécurité. Voilà. Donc je vous invite, là aussi, à faire en sorte, à rejoindre des équipes ou à travailler là-dessus ensemble sur le fait de rendre votre équipe en confiance. Et un corollaire de cet aspect sécurité, c'est que c'est quelque chose qui se travaille, la confiance. Et donc, la construction d'une équipe n'est jamais une phase évidente. Et surtout, une fois qu'elle est construite, en fait, il y a ce principe-là que j'aime bien, c'est de dire que c'est immuable. Ça veut dire que chaque fois que je rajoute ou que j'enlève quelqu'un de l'équipe, en fait, c'est une nouvelle équipe et pas une équipe qui est modifiée. Et ça, vous commencez à penser aux équipes où il y a un fort turnover, où les chefs de projet peuvent dire ah, ben, je remplace machin par machin, ben, il a le même profil, ça va marcher pareil. En fait, à chaque fois que vous allez modifier une équipe, vous remettez en jeu toutes les dynamiques que je viens d'aborder à l'instant. Et donc ça, ben, à chaque fois, vous prenez un risque en fait. Alors, sauf si l'équipe ne marche pas, peut-être vous améliorez. Mais en tout cas, c'est un jeu, par rapport à ce jeu collaboratif dont je parlais au départ, ben, voilà, vous mettez en jeu des choses qui dépassent complètement la performance individuelle et qui, au final, comme je l'ai précisé, rejoint l'efficacité. Donc on a parlé de ce qui concernait travailler ensemble. Maintenant, parlons plutôt de ce que nous produisons et le côté éthique. Un truc qui m'a marqué l'année dernière, c'est Dieselgate. Donc ça m'a marqué, mais pour d'autres raisons. Mais surtout, il y a cet article-là donc sur Le Monde qui m'avait vraiment marqué sur le fait qu'un ingénieur a été condamné à de la prison. Alors, sans lire les détails, hein, puisque je crois que c'est pas un ingénieur développeur, donc c'est ouf, on a encore un petit peu sauvé. Mais quand ça fait les gros titres, en fait, on voit que quelqu'un qui est côté technique assume les conséquences d'un mauvais algorithme, quoi, d'une faute professionnelle, et il va en prison pour ça. Ok. Donc là, en fait, ça m'a fait prendre conscience que ce que nous faisons peut et aura sûrement, par rapport au fait que l'informatique se répand, peut avoir des conséquences pour nous qui sont bien au-delà de juste j'ai fait un code bien ou un code pourri, quoi. On peut carrément aller en prison parce que ce qu'on a fait, c'était interdit. Aujourd'hui, majoritairement, les développeurs, si on l'aborde, bah, ils se marrent en fait. Il y a carrément cet article de Numérama où c'est les développeurs dévoilent les choses les moins éthiques et ils sont tous morts de rire des choses pas très éthiques qu'ils ont codées et ils sont pas fiers, mais c'est pas grave en fait. C'est une confession, on s'arrête là. Ça, on le voit d'ailleurs sur l'article sur le survey de Stack Overflow, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Il y a une question qui est qui pensez-vous est le plus responsable quand vous produisez quelque chose de non éthique? Ben, la réponse, elle est facile, hein. Il n'y a que 20% des développeurs qui pensent que c'est eux. Les autres, c'est pas ma faute, on m'a demandé de le faire. Okay. Pourtant, si on remet dans le contexte, on prend une organisation qui produit du logiciel. Quand un utilisateur de l'autre côté utilise le logiciel qui a été produit, le code qui est exécuté qui rend ce service en fait. Est-ce que c'est le manager qui a écrit quelque chose? Est-ce que c'est le PO? Est-ce que c'est le chef de projet? Il n'y a qu'une seule personne en fait qui a écrit les choses qui sont exécutées chez le client. C'est le développeur. Pour moi, ça peut vous... Enfin,
une façon de le dire, c'est qu'en fait, nous sommes les seuls responsables puisque c'est notre code à nous et nous sommes les seuls à écrire ce code en fait. Donc si on l'écrit, nous l'avons écrit, c'est nous qui l'avons fait quoi. On est responsable. Et pourtant, c'est pas évident du tout. Et si on mélange ça avec le fait, dans cette phrase hyper connue de Marc Andreessen qui dit que le software envahit le monde, voilà, ça veut dire quoi? C'est simple. Vous avez des images de très mauvaise qualité sur des documents médicaux. Vous avez des home appliances, ça tout le monde adore ça, c'est génial, il y a du logiciel partout. Vous avez du logiciel sur des choses beaucoup plus massives. Alors, j'ai mis au hasard ce truc-là. Et derrière ça, en fait, il y a un talk de toujours Oncle Bob Martin que j'ai cité plein de fois, qui s'appelle The Future of Programming, qui dit un jour, un développeur écrira quelque chose qui provoquera une catastrophe qui tue des dizaines de milliers de personnes. C'est une certitude dans le sens où il y a du logiciel partout, donc il y a bien un moment où il y aura un bug qui fera beaucoup de morts. Voilà. Et on saura remonter jusqu'au développeur qui a provoqué ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Et si le développeur, au moment où on lui demande, il fait « Ah, je sais, mais il fallait que je termine mon sprint. Donc ouais, j'ai pas fait le dernier test unitaire et je suis rentré chez moi. » Voilà. Donc là, je pense vraiment que notre côté responsabilisation, on n'y échappera pas. Et donc soit on laisse... alors la conclusion de Bob Martin sur ce talk, c'est soit de dire on laisse le gouvernement mettre en place tout ce qu'il faut pour contrôler les développeurs, soit nous-mêmes on se rend responsable et on fait ce qu'il faut. Moi, le parallèle que j'aime bien faire avec ça, c'est les physiciens qui ont eu ce qu'ils appellent le bomb moment. C'est le moment où la bombe nucléaire, la bombe atomique a été inventée. Ce que ça a changé chez eux, c'est qu'ils se sont dit, ok, en fait, avec nos formules, avec ce qu'on invente, nous avons créé une arme de destruction massive. Et donc, en fait, c'est pas neutre ce qu'on fait, quoi. On n'est pas juste dans un labo à faire de la recherche. On a des impacts qui sont massifs pour le coup. Et ça, qu'est-ce que ça a créé? On les connaît, ça fait des comités d'éthique, et toutes les autres sciences en fait, elles ont ce genre de choses-là. Le comité, enfin, les éthiques sur le médical et sur plein d'autres sujets quoi. En informatique, aujourd'hui, on l'a pas ça. On l'a pas, mais je pense qu'on n'a pas de bonne raison de ne pas l'avoir en fait. Voilà. Et là où ça va enfin justement prendre de l'importance, c'est par rapport à tout ce qui est tendance en ce moment, les intelligences artificielles et le deep learning. Il y a quelques années, ma vision de l'intelligence artificielle, c'était évidemment grâce au film, c'était le Terminator. Hein. Un jour, il y aura la super intelligence qui aura un cerveau plus rapide que nous. Il faut juste qu'elle ne trouve pas des armes, sinon voilà, on est mal barré. C'est aussi des genre Elon Musk qui défend ça en fait. Il dit il faut vraiment qu'on fasse gaffe, qu'on ne crée pas une intelligence trop forte et tout. Ok. Moi je suis persuadé que le danger il n'est pas là aujourd'hui. Et je suis pas le seul à le penser. Il y a aussi le responsable de l'IA chez Google, donc Gianandrea, je sais pas comment ça se prononce, voilà, qui dit qu'en fait le danger aujourd'hui il n'est pas sur les robots tueurs, il est sur les biais. Les biais qu'est-ce que c'est? Cours sur les biais. Donc vous avez des biais cognitifs en fait, c'est quelque chose qui nous influence sans que nous en ayons conscience. Donc j'ai fait exprès de vous le marquer pour que ce soit pas lisible, hein, sinon vous n'allez plus m'écouter. Mais je vais vous donner un exemple, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quand vous avez une idée en tête, vous allez favoriser les informations qui valident ce que vous croyez par rapport aux informations qui vont le contredire. D'accord? On le voit très bien sur le jeu politique, par exemple, quand on est déjà convaincu, on préfère écouter celui qui va dans le sens. Ça, c'est quelque chose d'humain, d'accord? C'est quelque chose qui est implicite, que nous avons tous, qui est difficile à contrôler, donc on peut en avoir conscience de temps en temps, mais même ça, c'est un exercice difficile. Et le danger, en fait, c'est que ces biais-là humains, quand on va utiliser des outils qui vont automatiser la connaissance humaine pour écrire des algorithmes, en fait, elle va les aspirer, ces biais-là. Et ça rend des choses comme ça. Article sorti en octobre, donc il n'y a pas longtemps. Amazon avait développé un moteur d'intelligence artificielle, donc un algorithme pour faire du recrutement automatique. L'algorithme, il a pris un biais qui est t'es une femme t'es sûrement pas très bon en informatique. Voilà. Donc ça, c'est dommage en fait. C'est dommage. Et c'est dangereux surtout. Parce que, en fait, là, on peut rire de cet exemple idiot, mais il faut quand même imaginer que ce système-là, il a tourné, qu'ils l'ont produit, qu'ils l'ont exécuté, etc. Et c'est pour qu'il s'en aperçoive et que ça fasse un article de journal,
c'est quand même que le truc, il a vraiment été utilisé avant que quelqu'un se dise putain, c'est vraiment bizarre, il n'y a plus de femmes, quoi. Donc, le danger, il est là, en fait. C'est que quand c'est un biais humain, on va être entre nous, on va pouvoir voir que quelqu'un est plus biaisé, etc. Enfin, on le voit, en fait. Mais quand c'est un algorithme qui tourne et qui est dans son sens et on ne sait pas ce qu'il fait dans son coin, ben là, en fait, on ne peut pas ouvrir et voir ce qui se passe dedans. Les biais sont automatisés au même titre que le reste de l'algorithme. La conséquence de ça, c'est qu'on a carrément maintenant des chercheurs qui se spécialisent sur le fait de contrer ces biais-là. Parce qu'évidemment, ces biais-là, bah, qu'est-ce qu'ils vont affecter? Minorités et les femmes, parce que c'est déjà naturellement des choses sur lesquelles ça... Enfin, d'ailleurs c'est des minorités aussi. C'est déjà des faits sur lesquels on a des biais humains, surtout malheureusement sur nos milieux à nous, quoi. Et donc voilà, il y a des choses comme ça qui existent, et c'est très important. Et pour terminer, je vais vous montrer ça. Si vous ne connaissez pas, il y en a qui se marrent déjà. Okay. Bon, il y a mon... Donc le son n'est pas important si vous n'entendez pas bien. Ils sont morts de rire, c'est cool. Voilà. Donc le titre de la vidéo, si j'arrive à la fermer, voilà, c'est le distributeur de savon raciste. Le distributeur, il n'est pas raciste. Clairement, ils sont fous en fait, c'est un distributeur. En fait, ce que ça veut dire derrière, c'est que c'est une faute de design en fait de l'équipe. Et là, ben, on s'imagine très bien que les concepteurs de ce distributeur, les gens qui l'ont testé, ben, on imagine à quelle catégorie ils appartiennent, surtout ce qu'ils n'avaient pas, quoi. Et donc, ce que je vous invite derrière tout ça, c'est pareil, à vraiment considérer dans le contexte où vous produisez, par rapport aux biais, les utilisations, etc., à tenir vraiment toujours compte de tout ça et à essayer de compenser quand il faut le public visé. En conclusion, si ça veut bien, je vous ai parlé des pratiques. Donc là-dessus, comme je vous disais, aller au-delà du clean code avec une pratique design des tests. Bien comprendre notre place dans la communauté des développeurs et faire ce qu'il faut pour que cette place soit confortable, soit agréable pour tout le monde, pardon. Accepter les conséquences éthiques, là je pense vraiment qu'on n'y échappera pas et ça continuera à nous retomber dessus et ça sera de pire en pire. Et vraiment favoriser ce que j'ai appelé le climat efficace. Et encore une fois, c'est pas pour faire ce plaisir, et c'est vraiment quelque chose qu'on peut justifier, c'est pour une plus grande performance. Ça c'est facile à comprendre pour tout le monde. Et les biais, vous avez vu, vaste sujet en soi. Je vous remercie. Il nous reste quelques minutes si vous avez une question à poser avant la fin. Attendez, je vous approche. Alors, merci. Bonjour. En fait, je voulais avoir ton avis quand tu parles du sondage, je ne sais plus si c'est sur Stack, Oui. qui dit les devs s'estiment uniquement à 20% responsables. Dans quelle mesure tu te demandes pas si c'est pas un petit peu sur le principe de l'expérience de Milgram, à dire c'est les ordres et j'ai suivi les ordres. Est-ce que c'est pas un petit peu ça aussi, ou est-ce que c'est de la responsabilité ou je m'en foutisme, je me comprends, mais Je pense qu'il y a les deux, évidemment, quoi. Après, je fais exprès de pas rentrer dans tout ce débat-là qui se met à déborder sur plein de sujets très intéressants, mais assez profonds. Mais oui, bien sûr, le fait de dire c'est pas ma faute, on sait à quoi ça a mené des fois. Oui. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser votre avis à la fois pour le speaker et pour nous sur Voxtrain. Merci encore. Merci.